C'est un entretien très attendu sur le continent et dans le monde. Depuis le palais de Kourouba à Ouagadougou, Niwo TV donne la parole au capitaine qui redistribue les cartes géopolitiques en Afrique de l'Ouest, alors que la Confédération des États du Sahel se consolide avec le soutien discret mais stratégique des pays frères comme le Togo. Le capitaine Ibrahim Traoré fait face à des défis immenses: sécurité, pression diplomatique et attente d'une jeunesse qui voit en lui un dernier rempart. Pour recevoir la lumière sur ces différents sujets, soyez les bienvenus à cet entretien exclusif avec le leader de la Révolution progressiste populaire, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Entretien avec des confrères du Burkina, d'Afrique et du monde. Ouvrons donc ce chapitre avec l'actualité africaine. Et une fois n'est pas coutume, on commence avec vous. Alors, Madame Yousra, alors, votre première question adressée au chef de l'État. Monsieur le Président, quelle est la vision de votre pays? La vision globale du Burkina, vous voulez dire? Alors, merci et soyez les bienvenus. Et je pense que vous êtes dans le pays qui prône aujourd'hui la souveraineté nationale, l'indépendance totale. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que notre pays a été colonisé comme beaucoup de pays africains, mais aujourd'hui nous sommes en train de nous exprimer. Et donc la lutte pour la souveraineté et l'indépendance sont donc le moteur de notre combat. Merci. Que signifie votre révolution en pratique? S'agit-il d'une révolte contre l'Occident ou d'un changement national interne? Révolte contre l'Occident, non. L'Occident, il ne faut pas mélanger les choses. J'aime dire de faire la distinction en tant que révolutionnaire entre les peuples et les politiques. Ils sont nombreux en Europe, en Occident, qui nous soutiennent dans notre combat. Nous voyons à travers les peuples. Et nous voyons même à travers vos plateaux télé et tout, beaucoup de gens qui interviennent, qui soutiennent notre combat de liberté. Et je pense que tout le monde y a intérêt. Mais maintenant, les politiques de certains pays peuvent être opposés à notre idéologie. Et la révolution, logiquement, va combattre cette idéologie. Parce que nous voulons nous affirmer. Et il y en a qui ne veulent pas qu'on s'affirme, qui veulent nous maintenir dans l'esclavage, dans l'aliénation. Non, la révolution combat cela. Donc voilà un peu notre ligne de conduite. Voilà. Oui, alors Monsieur Bourbeau. Bonjour, camarade président. Bonjour. Je voudrais d'abord vous transmettre fidèlement les salutations, l'admiration et les encouragements des peuples togolais et africains, ainsi que la profonde gratitude de l'ambassadeur Sogoyou Kegewe, à qui vous avez fait un grand honneur, en même temps que le professeur Franklin Yamsi, Madame Nathalie Yamb, et Dacier du Burkina Faso, en les désignant membres du Conseil d'orientation de l'Institut des peuples noirs, IPN Farafina. Soyez en remerciés, Monsieur le Président. Merci. La première question, comment définissez-vous la contribution spécifique du Togo à la consolidation de l'Alliance des États du Sahel? Considérez-vous le Togo comme un partenaire stratégique de cette nouvelle architecture, bien qu'il ne soit pas membre de l'AES? Le Togo est un pays, en tout cas je tenais à remercier beaucoup le peuple togolais et leurs autorités. Je peux dire que le Togo est un partenaire plus que stratégique. Moi, je ne parle pas de partenaire stratégique, je parle de pays, de frères. Parce que lorsque des gens cherchent à vous étouffer, à vous tuer, et qu'un frère peut vous aider, je pense que la fraternité ne dépasse pas cela. Et pendant des moments difficiles, le Togo a toujours pris sa position. Et jusqu'à aujourd'hui, le Togo a sa position, sa ligne de conduite, qui soutient l'AES, et donc c'est un pays frère, c'est plus qu'un partenaire. Voilà ce que je peux dire. Et le Togo a posé beaucoup d'actes, que ce soit sur le volet économique, à travers donc la route maritime, certes, mais même dans le volet de la défense. Le Burkina Faso, par exemple, et le Togo, nous avons une coopération très étroite dans la lutte contre le terrorisme et tout. Et ça, il faut s'en féliciter. Et nous sommes au-delà de ce que les gens peuvent imaginer, je le disais souvent. Aujourd'hui, les deux armées, les réponses les unes envers les autres et les planifications ne sont plus au niveau étatique.
Ce n'est pas comme avant quand un avion au Burkina doit intervenir, ou bien un avion togolais doit intervenir. Il faut qu'on appelle jusqu'à la présidence, avoir les autorisations de traverser les frontières. Non, c'est au niveau local. Ce n'est même pas l'état-major, c'est carrément au niveau local. Donc les forces cohabitent et tout. Donc vous voyez que c'est un partenariat exceptionnel. C'est de la fraternité, c'est tout ce qu'on demande. Et ce partenariat s'est renforcé, peut-être sans doute avec l'extradition de l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Oui, renforcé, c'est trop dit. C'était déjà fort. Ce n'est qu'une suite logique. Le Togo ne peut pas être en fraternité avec nous et laisser sur son sol quelqu'un qui cherche à détruire ses frères. Donc, c'est nous qui avons souhaité que le Togo le garde depuis longtemps, sinon ça n'a pas commencé maintenant, mais à un moment donné, avec des preuves assez accablantes, donc les autorités togolaises ont décidé de le renvoyer pour qu'il ne soit pas un obstacle à notre avancée. Donc, ça aussi, c'est à saluer. Vous l'avez déjà rencontré depuis son extradition, en tête à tête? Pourquoi? Non, je n'ai pas à le faire. Il est entre les mains de la justice, il entend des tout. Je ne l'ai pas fait. Excellence, on dénombre au moins 5 tentatives de coup d'État contre vous. Qui veut vous tuer et pourquoi? Vous avez dénombré 5, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus, c'est ce qui est peut-être dévoilé. Tous les jours, il y a des gens qui cherchent coûte que coûte à ce que nous ne soyons pas là. Ceux-là qui veulent nous voir disparaître, ce sont ceux-là que nous appelons les esclaves de salon. Ce sont ceux-là qui vendent l'Afrique, qui ne veulent pas que l'Afrique soit libre. Ce sont très souvent des Africains qui sont aliénés et qui sont exploités. Aujourd'hui, vous êtes Italien. Regardez le flux de migration qu'il y a vers l'Europe, et surtout l'Italie. Et je tenais d'ailleurs à saluer vos autorités pour l'humanisme qu'ils font montre très souvent. Nous avons vu des pays qui, s'ils ne font pas exprès pour faire renverser les barques, ne vont pas les sauver. Mais il y a beaucoup d'organisations humanitaires en Italie qui font beaucoup de choses que je suis, que je salue beaucoup. Et beaucoup d'Africains sont en Italie. Mais nous, notre philosophie, ça nous fait mal de voir nos jeunes partir dans ces risques vers l'Europe. Le jeune Africain pourrait prendre son avion, aller faire son tourisme en Europe, un peu partout, mais pas prendre le risque de monter dans une barque, se faire tuer dans l'océan éventuellement, pour atteindre l'Europe. Soi-disant, ils cherchent l'Eldorado, le travail, rien que pour survivre. Nous ne voulons pas voir ça, nous voulons combattre cela. Nous sommes de ces dirigeants qui veulent créer les conditions pour que nos jeunes travaillent ici, au lieu d'aller se rester dans les rues des autres à mendier. Et très souvent, il y en a qui arrivent à des comportements, pas en tout cas sains, dans vos sociétés là-bas. Nous ne voulons pas voir ça. L'Africain n'est pas un sous-homme. Mais dans ce même cadre, les pays qui nous colonisent, qui veulent nous voir dans l'esclavage, qui veulent nous maintenir, ont leurs suppôts ici, leurs valets locaux, leurs répondants. Et ces gens sont prêts à tout pour nous voir éliminés. Et voilà malheureusement le contexte de l'Afrique. Et ces individus, tous les jours que Dieu fait, lorsque nous sommes vivants, ils ne sont pas contents. Et donc c'est un combat permanent et continuel. Et qui sont les impérialistes? Les impérialistes, il n'y a pas un visage qu'on peut coller. C'est une mentalité. Ce n'est pas une question de couleur de peau. Je le disais tout de suite. Les peuples européens nous soutiennent beaucoup. Beaucoup de dirigeants européens nous soutiennent même d'ailleurs. J'ai entendu donc notamment un de vos dirigeants qui depuis longtemps a sonné la sonnette d'alarme, qui a dit que le fait que la France exploite l'Afrique avec son franc CFA et tout, crée ces vagues de migration vers les pays européens, notamment vers l'Italie. Elle a parfaitement raison. C'est la situation comme ça. Donc, vous voyez que c'est en Europe, mais tout le monde ne comprend pas la chose de la même façon. Donc l'impérialisme, c'est l'individu qui veut dominer l'autre, qui veut maintenir l'autre dans l'esclavage, qui opprime les autres. Il peut être noir, il peut être blanc, il peut être africain, il peut être européen, il peut être américain, il peut être asiatique, il peut être de toutes les nationalités. Mais tout individu qui a cette envie-là d'opprimer les autres, de maintenir les autres dans la domination, c'est un impérialiste. La liberté individuelle peut-elle être intégrée et votre révolution une veut d'une souveraineté totale, la liberté d'aimer qui l'on veut,
d'exprimer librement, de s'imposer votre pouvoir? Ah oui, voilà quelque chose, vous avez très bien fait d'être venu, c'est bien. Quelque chose que les médias mainstream, ce qu'on appelle, passent le temps à mentir en Europe. Comme si ici, les gens se promenaient avec des haches et des gourdins. Lorsque tu ouvres la bouche, on te frappe. C'est faux, hein? Il y a la liberté. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, de donner son opinion et tout. Même sur nos chaînes de télé, vous voyez des gens qui donnent leur opinion. Mais la liberté a ses limites. Par exemple, nous sommes un pays en guerre. Nous n'allons pas permettre à qui que ce soit de démoraliser nos troupes pendant qu'ils sont sur le champ de bataille. Ça, nous n'allons pas permettre. Nous n'allons pas permettre aux valets locaux de l'impérialisme qui sont parmi nous de vouloir saboter notre lutte pour ramener notre pays entre les griffes de ces impérialistes-là. La liberté d'un individu, comme on l'a dit, ça s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Sinon, vous n'avez pas une société. Autant vous êtes libre de dire ce que vous voulez, lui aussi il est libre de dire ce qu'il veut. Et quand vous commencez à chacun à dire ce qu'il veut, ça finit par quoi? La bagarre. Est-ce qu'on s'assoit, on laisse notre société aller dans le déclin? Non. Même ceux-là qui disent qu'il y a liberté d'expression, il n'y a pas de liberté en réalité. Alors, nous prenons les Français, les autorités françaises, pour ne pas mélanger avec la population française. Est-ce qu'il y a la liberté d'expression en France? Il n'y en a pas. Si vous ne vous alignez pas dans l'idéologie des autorités, on vous chasse sur le plateau télé, il y a des journalistes qu'on chasse, ou bien on a vu Alain Foucault, dernièrement les Claudicia, qui ont été chassés des RFI. Ce sont des journalistes, non? Qui ont vécu des décennies dans la radio. Pourquoi on les chasse? Leur opinion. Donc il n'y a pas de liberté d'expression là-bas même. Regardez aujourd'hui les guerres qui se passent. Est-ce que vous êtes fou en tant que journaliste, aller faire un certain reportage, ça ne va jamais passer. Quand la guerre Russie-Ukraine a commencé, on a cherché beaucoup de médias russes en France. C'est ça la liberté d'expression? Non. Chaque liberté a ses limites. Quand les paysans, les gilets jaunes et autres sont sortis, on les a bien tabassés. Ils ont voulu exprimer leur opinion pour dire à l'État, il faut une certaine politique pour que nous aussi nous puissions vivre. Nous, ici, nous, on prend soin de nos paysans. Non, nos paysans n'ont jamais marché quand on les a tabassés. On prend soin d'eux, on fait tout ce qu'on peut pour qu'ils puissent cultiver tranquillement, donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais ailleurs, ça ne se fait pas. Mais ce sont ces pays-là qui sont dans des tribunes en train de dire pays de liberté. C'est faux. C'est tous des dictateurs. Leur liberté, c'est vis-à-vis de l'Afrique. Donc, il faut relativiser la liberté. Ici, nous sommes plus libres que eux. Beaucoup plus libres. Alors, derrière les tentatives de déstabilisation que vous évoquiez tantôt, il est souvent dit que les mains de certains pays voisins se cachent derrière pour appeler un chat, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Est-ce que les relations ont évolué avec ces pays voisins? Est-ce que vous êtes prêts à une désescalade et à quelles conditions, camarade président? Ça ne dépend pas de nous. C'est eux qui ont lancé l'hostilité. Je vous rappelle quelque chose. Quand nous sommes arrivés, nous n'avons pas de problème avec quelqu'un. On a communiqué avec tout le monde, on a fréquenté tout le monde et tout. Mais c'est un jour, par exemple, j'étais assis, le ministre de la Défense me dit que les Ivoiriens ont envoyé une note de retirer tous leurs élèves de nos écoles. L'académie, le PMK, l'ENSO, vous voyez. Mais j'ai dit, mais il y a quoi? Et puis ils retirent tous leurs élèves officiers et sous-officiers et tout. Aucune explication. Il dit, mais préparez donc à la réciprocité pour faire venir nos enfants, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête et qu'ils font cela. Voilà le point de départ. Le premier acte posé par les Ivoiriens. Nous aussi, on a fait rentrer donc nos élèves et on a laissé partir les élèves. Et petit à petit, on a commencé à voir les actes d'hostilité vis-à-vis de nous. Pas de souci. On prend le Bénin et autres. Nous, on n'a pas provoqué quelqu'un. Mais on a tous vu, quand encore ils ont voulu transporter une guerre dans notre région, mais qui était au devant? Le président Ouattara est sorti qu'il va envoyer un bataillon, il a tout préparé et tout. Nous attendons son bataillon toujours. Le président Bénin a dit qu'il faut la force, ils vont faire la force, ils vont faire la guerre. Nous attendons. Nous sommes prêts à faire la guerre aussi. Il n'y a pas de désescalade possible tant que les mentalités sont comme ça. Celui qui cherche, il va trouver. Donc ce n'est pas nous qui avons commencé. Si les gens ne sont pas assez intelligents pour laisser encore les impérialistes venir les dire « tuez-vous entre frères noirs », qu'on y aille. Si c'est la solution pour atteindre l'indépendance, nous sommes prêts. Mais personne ne va nous asservir encore.
Nous sommes prêts à cela. Nous nous battons. Nous nous battons déjà. Parce que le terrorisme, c'est une manifestation de l'impérialisme. Donc, ne parlez pas de désescalade tant que la mentalité n'a pas changé. Il y a des gens, chaque mois ou chaque 2 mois, il faut qu'ils courent aller à Paris, aller prendre les ordres. Et revenir pour appliquer. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Nous, par contre, personne ne nous dicte ce qu'on doit faire. On gouverne en fonction de nos populations, des besoins de nos populations. Nos populations ont besoin d'eau, on fait tout pour donner l'eau. Ils ont besoin d'avoir l'autosuffisance de manger à leur faim, on fait tout pour cela. Nos populations ont besoin de sécurité, on se bat pour les donner la sécurité. Ils ont besoin de routes, de développement, c'est ce qu'on se bat pour faire. Mais nous ne partons pas chez quelqu'un, aller prendre des ordres, il faut donner le marché de route à telle entreprise, donne tel truc à telle entreprise ou quoi. Ce sont des esclaves en fait. Et eux, tant qu'ils seront dans cette mentalité, oubliez les désescalades. Au contraire, ça va aller de mal en pis. Tant qu'ils seront dans cet esprit. Voilà ce que je peux dire. Il est droit de l'homme, Monsieur le Président. Organisation internationale, on vous a accusé de réprimer la presse indépendante et la société civile. Y a-t-il une place pour les droits de l'homme au Burkina Faso? Il y a les droits de l'homme au Burkina, c'est quoi ils appellent les droits de l'homme? Mais moi, je ne sais pas ce qu'eux ils pensent. Vous savez, personne ne va venir ici financer des gens, les endoctriner pour détruire nos pays. Ça n'aura pas lieu. Vous savez, il y a combien d'ONG au Burkina? Vous pouvez imaginer, faites des recherches. C'est même pas des centaines, hein. C'est beaucoup. Je ne vais pas vous donner de nom. Faites des recherches. Cherchez chaque ONG fait quoi. Vous croyez vraiment que c'est humanitaire? Donc il y a des choses comme ça qu'on combat. On dit qu'on combat les droits de l'homme. C'est ça les droits de l'homme? Nous, on lutte contre le terrorisme pour sécuriser nos populations. Donc on donne le droit de vie à nos populations. C'est le premier droit, non? Le droit à la vie. Est-ce qu'on ne lutte pas pour les droits de l'homme? On se bat pour que les écoles qui sont fermées ouvrent, pour que les enfants puissent aller à l'école. Le droit à l'éducation, ce n'est pas le droit de l'homme? Qui se bat pour nous? Qui nous aide? Ces mêmes gens qui pillent tous les jours que les droits de l'homme, personne ne nous a donné une seule cartouche pour lutter contre le terrorisme qui tue nos enfants, pour lutter contre le terrorisme qui ferme nos écoles, qui détruisent nos écoles. Ça veut dire que les terroristes luttent contre les droits de l'homme. Nous, on lutte pour les droits de l'homme et eux, ils encouragent les terroristes. Qui lutte contre les droits de l'homme? C'est eux qui le disent. Et je vous parlais tout de suite de certaines choses qui se passent en Europe et tout. Mais c'est là-bas qu'ils luttent contre les droits de l'homme. Sinon, ici, les droits de l'homme existent. Et retenez quelque chose, les droits de l'homme viennent d'Afrique. Hein. Ça ne vient pas d'ailleurs. Ça vient d'Afrique et d'Afrique de l'Ouest ici. Les premières chartes qui parlaient des droits de l'homme, c'était ici, dans la Confédération AES, plus précisément au Mali. La charte de Kourou-Kamfouga. Donc les droits de l'homme étaient connus par les Africains. On était bien organisés, une société bien organisée, chacun avec ses droits, même les droits des femmes. C'est en Afrique que les droits des femmes existaient. Ailleurs, ça n'existait pas. Et c'est eux là qui peuvent nous parler des droits des femmes ou des droits de l'homme. Ils ne connaissent aucun droit. Qui parle des droits de l'homme? Qui a bombardé les enfants en Libye tués? Qui bombarde les enfants un peu partout, largue les bombes sans distinction, tuer des enfants et trucs. C'est ça les droits de l'homme? C'est pas ce que nous on fait. Nous on lutte pour la vie de nos populations. On les protège. Nos soldats meurent pour les protéger. Et on fait tout pour ouvrir nos écoles, pour les éduquer. On fait tout pour subventionner nos paysans, faire l'agriculture pour qu'ils mangent à leur faim. On fait tout pour creuser des fourrages pour que les gens aient l'eau potable. Qui lutte contre les droits de l'homme? C'est eux. Ils n'ont aucun respect des droits de l'homme. Et les VDP accusés de graves violations, où sont les investigations promises? Ceux qui disent que les VDP sont accusés de graves violations, ils ont présenté quelles preuves? Nous-mêmes, qui avons pris des VDP dans certains actes, ils sont en prison. Ces VDP-là sont en prison. Et ils savent où ils sont. Et nous avons dit, quiconque... Ça, c'est pas quelqu'un... Écoutez, nous sommes majeurs. Hein. Nous sommes majeurs. Il ne faut pas que quelqu'un va nous voir comme des sous-hommes. Nous savons ce que nous faisons. Et c'est cette mentalité aussi qui est dangereuse. Parce que souvent, certains dirigeants en Occident et trucs là voient les Africains comme des sous-hommes.
Et donc, ils viennent ici comme si ils doivent nous apprendre des choses. Je vous ai dit que le droit à la vie, c'est nous, on enseigne ça au reste du monde. Personne ne nous enseigne ça. Donc, c'est vrai qu'il y a eu quelques petits problèmes avec certains VDP. Il y en a qui ont fait des bavures et autres. Ils sont en prison. C'est sans état d'âme avec ça. Maintenant, tout ce qu'ils disent là, ils ont eu quelle preuve? Rien. C'est nous, quand les gens nous accusent, on fait les investigations. Et très souvent, on part trouver que c'est ce qu'on appelle la perfidie. Les terroristes, ils viennent, ils font des massacres dans des endroits, avec souvent nos tenues. Même souvent, on dit que c'est l'armée. Et puis, ils partent. Ils sont venus dans les tenues de l'armée. Oui, mais ce n'est pas nous. Ils mettent nos drapeaux, tous nos insignes, et puis ils viennent faire. Et les terroristes publient des vidéos de ça. Mais pourquoi ils ne nous voient pas? Les terroristes publient sur les réseaux sociaux des vidéos où ils sont dans nos tenues, dans nos accoutrements et tout. Ils partent faire des actions. Et puis après, ils filent une donnée à ces gens, à ces individus-là pour dire que ce sont les forces armées. Ils sont bien au courant parce que c'est eux-mêmes qui partent là-bas. Comment ils ont fait pour avoir le canal avec les terroristes pour avoir des images? Comment ils font? Et il y a des gens même qui ont le culot de nous dire qu'ils ont filmé. Je me rappelle une fois, une ONG qui, par image satellite, ils ont vu des Maliens en train de commettre les forces maliennes en train de commettre des exactions. Ils n'ont même pas honte. Et ils n'ont pas l'intelligence de savoir que ce qu'ils disent n'est pas bien. Pourquoi je dis n'ont pas l'intelligence? C'est parce qu'ils voient le noir toujours comme un sous-homme. Sinon, si vous avez la capacité d'avoir des satellites pour voir des forces en train de commettre des exactions, mais vous n'avez pas de capacité d'avoir des satellites pour voir les terroristes. Vous nous insultez alors. Ici, tout notre combat, c'est pour la survie de nos populations et leur sécurité. Et on vit bien. On vit bien, on est en bonne harmonie. Sinon, bon, on ne pourrait pas aller où on veut. Et voilà, on ne pourrait pas agir. Et vous pouvez vous balader au Burkina. Hein. Vous pouvez aller partout où vous voulez. Vous allez voir ce qui change au Burkina, qu'est-ce que les populations apprécient de notre révolution et tout. Et ça vous fera beaucoup de bien. À l'issue d'une réunion tripartite tenue récemment à Cotonou entre les chefs d'état-major des armées de Côte d'Ivoire, de France et du Bénin, un des officiers, en l'occurrence le chef d'état-major de France, a déclaré que depuis votre prise de pouvoir, la situation sécuritaire s'est fortement dégradée, on dirait même catastrophique. Que répondez-vous à cet officier, Monsieur le Président? Il est français, non? Qu'il s'occupe de ses oignons. Nous sommes burkinabés, ça ne le regarde pas. Il faut qu'il comprenne ça. Tout ce que moi j'ai dit, quand quelqu'un parle de nos pays, c'est une insulte pour nous. Ça veut dire qu'il nous voit en sous-homme. En quoi ça le regarde? La situation s'est détériorée, c'est entre nous burkinabés. Ça le regarde? En rien. Qu'il s'occupe de ses oignons. Et il reste chez lui. Il a quoi à mettre sa bouche dans les affaires du Burkina? Ou bien il a la puissance de colonisation toujours. Qu'il le dise haut et fort, que c'est lui le maître colon et que nous sommes des esclaves. Voilà pourquoi il met sa bouche dedans. Sinon, pourquoi il parle du Burkina? En quoi ça le regarde? Ils étaient ici. Moi, je les ai cherchés, ils ont quitté ici en début 2023. Ils étaient là. Quand ils quittaient ici, là, Bobo Ouaga était coupé. On ne pouvait plus s'élever à Ouagadougou, les deux capitales, aller là-bas. Les terroristes étaient là. Koumbia, Korokwa, tout était attaqué. Koudougou, les gens sont rentrés jusqu'à côté de Koudougou, 100 km. Tout était encerclé. La RN16 qui relie des gens de Togo, qui pouvait prendre la route? Mais ils étaient là, non? Avec tous les hélicoptères, les chars et tout ce qu'il faut, la technologie, les drones, les satellites. C'est des incapables alors. Aujourd'hui, nous, on circule tranquillement, librement. Et la dernière fois, il y a des ambassadeurs de l'Union européenne et certains pays européens qui ont dit est-ce qu'ils peuvent tourner? J'étais surpris de les voir à la télé. Ils partent un peu partout, ils Douri, ils se baladent dans le pays. Moi, je pars où je veux. Pas par les airs, mais par la route. À travers mon pays. On ne peut pas se lever ici à Louris, à Gawa, aller faire ce qu'on veut, revenir, aller à Tinkodo. C'est impossible. Ce sont des Burkinabés qui sont battus pour reconquérir nos terres. Et si ça, c'est pire, c'est bien sûr pire pour lui. C'est pas bon pour lui. Notre avancée là, c'est dangereux pour la France. C'est dangereux, c'est pas bon qu'on reconquiert nos terres. Donc, comprenez qu'il a raison. Quand il parle, c'est pas pour notre bien à nous, c'est pas pour notre peuple, c'est pour eux leur bien. Et ils nous veulent dans l'insécurité. Et qu'ils viennent. Mais ils ont été incapables de ramener la sécurité. Et on va le dire même demain haut et fort. Nos forces se battent, on n'a pas besoin d'eux. Qu'ils s'occupent de leurs problèmes. Et bon, nous aussi, voilà,
La Russie a-t-elle été efficace pour vous aider à lutter contre le terrorisme? Alors, il faut que les gens comprennent quelque chose. C'est vrai que le président russe même a souhaité tout ce qu'on veut comme aide en matière de lutte contre le terrorisme. Qu'il veut que, si on veut que l'envoi des troupes, pourquoi? Pour nous aider à combattre et tout. Mais moi, je dis quelque chose, nous sommes des Burkinabés. Personne ne viendra se battre pour nous. Ça, c'est intrinsèque à nous, Burkinabés. Donc, tout ce qu'on fait avec la Russie, si on a besoin d'équipement, la Russie, en tout cas, a ouvert la porte. Tout ce qu'on veut payer, ils sont prêts à nous vendre. Donc, déjà, ça, c'est une avancée majeure. Vous savez qu'il y a beaucoup de pays là, à qui on a voulu payer avec notre argent, ils ont refusé, non? Oui, beaucoup de pays européens et tout, ils ont refusé totalement de nous vendre les équipements. Mais la Russie nous vend ce qu'on veut. Deuxième chose, avec la Russie, nous partageons beaucoup d'expériences de combat. Ils sont en guerre, une guerre, je dirais, moderne. Nous aussi, on apprend de leur guerre. Nous sommes en guerre et aussi ils apprennent de notre guerre. Vous comprenez? Donc, il y a un partage d'expérience. C'est un domaine assez restreint. À part ça, personne ne nous aide sur le terrain. Ce sont les soldats burkinabés qui se battent, qui reconquièrent nos terres et qui continuent de progresser. Personne ne sait comment ça avance. Même la formation, on se forme entre nous. Personne ne forme l'armée burkinabé. Voilà. Parce que nous avons un concept, j'aime le dire aux gens, je le dis tout de suite. Vous, les Européens et autres, vos armées là, est-ce que c'est Dieu qui est venu vous montrer comment on fait la guerre? Est-ce que vous êtes plus intelligents que nous? On a le même cerveau. Donc nous aussi, on va développer la guerre avec notre guerre que nous avons. Personne ne vient nous former. Et personne ne sait faire mieux cette guerre que nous. Ça, je peux vous le dire. Si des armées européennes viennent ici affronter les terroristes dans nos conditions, ils vont mourir. C'est nous qui connaissons cette guerre, c'est nous qui la menons, c'est nous qui nous formons à faire cette guerre. Et il faut que les Africains arrêtent de croire que, comme si Dieu a envoyé un Messie pour apprendre aux autres comment faire la guerre, et c'est eux qui doivent venir nous apprendre. Pourquoi? On peut payer un équipement chez vous, qui est technologique, vous venez nous apprendre à utiliser l'équipement. Après ça, vous partez. C'est ce qui se passe avec les Russes, les Chinois, les Turcs, vous voyez, des drones, certains équipements avancés. Quand on paye, ils viennent, mais c'est généralement quelques mois, ils nous apprennent à utiliser l'équipement, et puis après ça, le contrat est fini, chacun rentre chez lui. Mais sur le champ de bataille, c'est burkinabé. Ce sont nos terres, et c'est nous, on va se battre pour nos terres. C'est ça la logique. Je vois, Monsieur le Président. Mais plus de 60% de Burkina Faso, soit la majorité du pays, est contrôlée par des djihadistes. Cette approche fonctionne-t-elle? Qui a dit ça, hein? C'est vérité. Ah oui. C'est les femmes. Après ici, vous prenez partout où vous voulez sur la carte. En ligne, print, là? en ligne. En ligne? En ligne, vérité, le fait. Regarder des informations sur Internet. Ah oui. Voilà, c'est ça, ce sont les mêmes là. Les mêmes médias, les mêmes gouvernements là. Ils peignent le Burkina en rouge, ça c'est faux. Mais moi je suis le chef de l'État. Ou bien, tout de suite on vient de discuter les tentatives d'assassinat et tout. Citer une ville, il y a juste quelques villes que je n'ai pas encore visitées. Moi je pars partout. Et tout le monde part partout. Donc, au nord, il y avait une bande qui était sous contrôle. Je viens de dire, les forces sont jusqu'à Pétékoli aujourd'hui. À l'est, à la frontière vers le Bénin, nos forces ont pris Nadiagou il y a 1 ou 2 semaines. À l'instant là, ils sont à Pognou, à côté de chez vous. C'est où on ne peut pas partir. C'est du mensonge, ils mentent. Tout est archi faux. Si c'était tel que vous le dites, on fait le tour du Faso ici, non? On roule, non? À vélo, non? On organise nos événements, non? Il y en a même qui disaient la dernière fois que Djibo a disparu, Djibo est tombé. Pendant le même temps, il y avait une compétition de football à Djibo qui a été clôturée il y a quelques jours. Ils mentent. L'art de mentir, c'est dans les médias occidentaux. Beaucoup de ces médias mainstream, comme j'aime dire, ils ne font que mentir pour vous vendre de fausses informations et croire que tout va mal. Au contraire, beaucoup de choses vont bien ici. Notre économie se porte très bien. On se porte mieux dans notre combat et on avance. Donc, ce que vous lisez sur Internet, attention. La Russie vous aide-t-elle à gérer votre image en ligne? Pourquoi? Moi, je n'ai pas besoin de ça. Les Africains le font déjà. Beaucoup de vos populations en Europe le font déjà.
en Amérique, un peu partout. Vous pensez que tous ces gens-là, c'est nous, on peut les aider, les payer ou quelque chose? Non. Je pense que les gens ont vu notre combat. Ils ont compris notre combat. Et vous voyez, c'est cette habitude que les gens ont là. On paye les gens pour gérer quoi? Pourquoi? Aider à organiser son image en ligne, quoi. Non, non, non. On a dépassé ça. Des médias nous ont approchés pour faire ça. Je vous ai dit ça. On a dit on ne paye pas. On ne fait pas. Allez-y gâter notre image. Ils le font, non? Jeune Afrique, RFI, quoi. On ne va jamais payer pour ça. Avant, ça se faisait. Et là où même on faisait payer, j'ai fait fermer tout. On ne paye plus rien. Parce que vous avez une société d'État, ils les font prendre des actions dans leurs médias. Action dans un média, ce n'est pas un retour. Vous investissez. J'ai fait arrêter tout. C'est lui qui vient à salir notre image. Nous, nos populations savent ce qu'on fait. Les Africains savent ce qu'on fait. Les populations qui veulent d'un monde juste, à travers partout dans le monde, savent ce qu'on fait. Donc, à l'initiative, les gens parlent de ce qu'on fait de bien. Parce que ce qu'on fait aussi est juste. Notre combat est juste. Donc, on ne paye pas quelqu'un pour laver des images ou quoi. Non, épargner les Russes de ces choses-là. Hein? Toutes choses, c'est les Russes. Vous croyez que l'Africain n'est pas capable de faire quelque chose? C'est la Russie qui doit chaque fois tenir la main des gens. Pardonnez, laissez-les tranquilles. Les Russes sont dans leur combat là-bas. On a de très bonnes coopérations, mais ne croyez pas qu'ils sont dans un esprit d'esclavagiste, comme ce que les gens pensent. Non, les Russes ne sont pas comme ça. Ils ne s'ingèrent pas dans les affaires des gens. Et c'est ce que j'apprécie chez eux. Oui, justement, concernant ces nouveaux partenariats stratégiques, notamment avec la Russie, on peut dire qu'il ne fait pas beau temps pour les alliés de la Russie, notamment au Venezuela, en Iran. Alors, sur cette base, est-ce que vous voyez l'hiver noir venir jusqu'à Ouagadougou? Est-ce qu'il vous traverse l'esprit que vous soyez enlevé un jour comme quelqu'un et jugé ailleurs? Est-ce que l'hiver noir peut s'étendre jusqu'au Burkina? Vous savez, les Africains ont un problème. Et le problème majeur, c'est de vouloir croire que quelqu'un fera votre combat à votre place. Je viens de l'expliquer en long et en large. Nous, comme ça, dès le début, je vous ai dit, on a eu toutes les propositions, pas de la Russie seulement. Hein. Beaucoup de pays nous ont proposé d'envoyer des troupes pour nous aider et tout. Nous avons dit non. Non et non. Parce que j'ai conçu une mentalité chez les chefs militaires et tout. Notre combat, c'est nous d'abord. Notre sécurité, c'est nous d'abord. Personne ne viendra le faire à votre place. Si quelqu'un vient le faire, ce ne sont plus vos terres de un. Si quelqu'un doit assurer votre sécurité pour vous, ce n'est pas votre sécurité. On vous tient. Et si vous devez apprendre à faire la sécurité autour de vous par quelqu'un, ça veut dire qu'il connaît vos procédures. Il connaît tout. Vous comprenez? Et si vous faites une alliance, croire qu'en cas de cas, c'est l'allié qui doit venir se battre, vous avez tout faux. Et moi, je passe le temps à le dire. À ceux qui sont proches de moi ou à ceux qui sont loin, il faut compter sur soi d'abord. Et quand vous comptez sur vous-même et que vous développez votre outil, vous n'avez pas peur a priori. Donc ça, c'est très important. Donc, on ne compte pas. S'il y a des alliés de la Russie qui ont compté sur la Russie pour des événements, c'est leur problème. Moi, je ne compte pas sur s'il y a un événement particulier ici, qu'aux premières heures, la Russie soit là ou pas. Non, je ne compte pas sur ça. Le seul soutien que la Russie peut apporter, quand je vais payer quelque chose pour me défendre, qu'il accepte mes vannes. C'est tout. Mais on ne demande pas à des alliés de venir se battre pour mourir pour vous. Pourquoi? Vous n'êtes pas des humains? Mais si vous réagissez comme ça, c'est comme vous vous mettez en humain de seconde zone. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des humains au même titre que les autres. Mais c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. En voulant, voilà. Même comme il y a des chefs d'État, leur sécurité est assurée par d'autres nationalités. C'est pas sérieux. Deuxième chose, comme il y a des chefs d'État, quand c'est leurs propres hommes qui assurent, ils les envoient former ailleurs. Ça veut dire que nous, on est dépourvus d'intelligence pour développer quelque chose. Si tu envoies ta sécurité à les former ailleurs, ça veut dire que ces gens maîtrisent ta procédure. Ils maîtrisent tout autour de vous. Donc vous n'avez rien fait en fait. Vous êtes assis, croyant que vous êtes habillé, mais vous êtes nus. Donc il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas tout détailler ici. Il y a tellement de choses qu'il faut que les Africains prennent en compte et que certains aussi prennent en compte. Écoutez, nous on aime dire depuis les villages, quand on te lave le dos, gourir pour laver ta face aussi. Donc il y a des alliances stratégiques qui permettent à ce que vous souteniez dans certaines sphères. Le reste là,
il faut pouvoir développer vous-même. C'est comme l'industrie militaire. On est là en Afrique, on est assis. Moi, je dis oui, on a payé urgemment des équipements pour contenir notre menace et faire notre guerre. Mais vous croyez qu'on va continuer comme ça? En tout cas, pas le Burkina. Parce que notre mentalité est différente. Désormais, nous allons produire l'équipement militaire. Pour nous, ici, les gens veulent, on va les vendre. Parce que je suis convaincu d'une chose, on a des cerveaux aussi, on réfléchit, on n'est pas bête. Mais si vous comportez d'une manière, c'est vous-même qui montrez aux autres que vous êtes bête. Vous ne produisez rien et vous n'avez même pas l'intention de produire quelque chose. Vous ne développez rien, que ce soit tactiquement ou techniquement. Vous partez toujours vous adresser aux autres. Mais vous n'êtes pas des humains. Il ne faut pas compter sur les autres. Comptez sur vous-même d'abord. Et ça, c'est à l'échelle individuelle au Burkina. Chaque Burkinabé doit compter sur lui-même d'abord. Et la révolution, c'est cette mentalité. Vous voyez, avant tout le monde s'assoit, c'est l'État, c'est l'État. Nous sommes en train de changer la chose. Vous devez compter sur vous d'abord avant de faire appel à l'État. Et donc, jusqu'à l'échelle État, c'est comme ça. Donc, voilà ce que je peux dire. Donc, il n'y a pas de crainte. Nous, on a un système qu'on a développé, qu'on perfectionne au fur et à mesure. Mais personne ne vient nous montrer quelque chose, nous enseigner quelque chose. Tant que Dieu nous a donné un cerveau, nous, on exploite notre cerveau pour réfléchir. Excellence, la visite de Nick Cheka du département d'État américain à Ouagadougou signifie un rapprochement avec l'Occident. Oh oui, j'ai suivi, ils ont demandé à venir échanger avec nous. Je pense que le ministre des Affaires étrangères qui a échangé avec eux, et puis un peu aussi dans les pays de la... En fait, il faut que les gens comprennent quelque chose. On n'est opposé à personne. On n'est pas contre quelqu'un, mais on est contre celui qui ne nous respecte pas et qui ne veut pas accepter notre souveraineté, notre indépendance. Si, même aujourd'hui la France n'est pas notre ennemi. C'est comme j'ai dit, les dirigeants français ont une politique. Sinon, le peuple français, combien de Français nous soutiennent? Combien de Français, même dans les médias dont on parle qu'on paie pour l'avenir? Non, combien d'influenceurs ou c'est quoi, français, font des vidéos? Voilà ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui font les vidéos là, pour nous soutenir. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux, je les salue au passage. On ne les connaît même pas. Ils voient notre combat. Quiconque veut coopérer avec nous, il n'y a pas de problème. Mais quand vous venez, si vous venez et que vous voulez nous montrer que vous êtes supérieur à nous, c'est terminé. Vous repartez. Mais si vous avez compris et que vous devez venir traiter d'égal à égal, d'homme à homme, il n'y a pas de problème. On peut parler affaires. Tout le monde fait des affaires dans le monde. Mais imaginez, vous venez. Ok, je veux votre or. On va vous donner 10%, on prend le reste. Au Burkina, ça ne marche plus. Si vous venez, on discute. Vous apportez quoi? Ok, nous, la ressource nous appartient à 100%. Mais en fonction de ce que vous apportez, on peut évaluer et puis dire, bon, on vous donne 40%, ou bien 45%, ou à la rigueur 50%. Et on les quitte. Et ça, c'est une discussion. Mais si vous ne voulez pas, vous venez avec dans l'esprit que bon, ce sont des nègres, on va prendre ce qu'on veut. Ça ne marche pas. Donc, quiconque veut travailler, veut faire des affaires au Burkina, vous venez avec l'esprit sain. On va le faire. Même si demain, les entrepreneurs français pensent qu'ils peuvent investir au Burkina, ils n'ont qu'à venir. Mais s'il vient avec l'esprit de maître, il vient pour traiter avec des esclaves, on va le mettre dehors et c'est terminé. Mais si vous venez et que vous voulez traiter intelligemment, sans arrière-pensée, on discute, le contrat est clair. Si vous ressortez du contrat, on vous dit de rentrer chez vous. C'est le respect de notre souveraineté, de notre indépendance. Ça, c'est très important. Pourquoi pensez-vous que les jeunes vous aiment autant? Pourquoi je pense que les jeunes m'aiment autant? C'est ce que je ne sais pas moi. Moi, je ne peux pas juger ça. Si les jeunes m'aiment, c'est dû peut-être à notre idéologie qu'on développe. Vous prenez le côté santé. Nous sommes en train d'équiper nos hôpitaux de toutes les technologies possibles. Les coûts de soins ont drastiquement baissé, mais les jeunes vont aimer ou pas. Les médicaments, les prix ont baissé, ça n'a rien à voir avec la sous-région, même en Europe. Vous prenez le domaine des infrastructures. On est en train de construire nos routes nous-mêmes. Les jeunes gagnent de l'emploi parce que l'agence Faso Mewo emploie des milliers de jeunes burkinabés. Les jeunes aiment ou pas. Tous les pays peuvent faire la même chose. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons donné les moyens, nous avons payé des milliers de tracteurs
qui cultivent gratuitement les champs de beaucoup de paysans. Et quand c'est des grands champs, c'est subventionné. Tous les pays veulent voir ça ou pas. On produit, cette année on a fait une production record. Depuis que le Burkina existe, on n'a jamais produit comme ça. Mais c'est positif ou pas? Tout le monde va manger à sa faim. Le pouvoir d'achat augmente. On est en train de créer des industries pour transformer nos matières premières. Les jeunes aiment ou pas? Les jeunes seront employés et pour faire fonctionner l'usine, mais aussi dans la mécanique et tout ça. Alors, on prend le domaine du transport et tout. Même les transports urbains, on a vu qu'on était très loin. On a décidé pour une phase de faire payer au moins 500 autobus qui vont transporter les gens. Ça veut dire que beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à se déplacer vont pouvoir se déplacer. Et ça fait de l'emploi. Pour 500 autobus, rien que les machinistes, vous avez 1000 personnes qui sont employées. C'est bien ou c'est pas bien? Donc, dans tous les domaines, nous sommes en train d'évoluer. C'est ce que les jeunes voient de positif qu'ils apprécient. Et moi, j'apprécie cela. C'est pas moi, ma personne qui les aime, c'est l'idéologie qu'ils aiment. Et c'est cette idéologie peut-être qu'ils veulent que ça soit dupliqué un peu partout pour les permettre de vivre dignement. Voilà. Quand on prend l'éducation, nous sommes en train de construire des amphis pour nos universités. Regardez comment nos étudiants, le retard que nous... C'est terrible. Si vous voyez comment les étudiants étaient, on a créé des centres universitaires partout, mais aucun amphi. Ils se baladent comme ça dans les villes. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de construire des amphithéâtres un peu partout pour les donner un peu de dignité. Bientôt, ce sont les cités universitaires parce qu'ils ne savent même pas où se loger. Il y en a qui dorment à terre dans les universités. Il faut qu'on les aide à se loger. Les restaurants universitaires, il faut qu'on les aide à pouvoir manger. C'est bien ou c'est pas bien? Pour les écoles, les enfants et tout. Les enfants, souvent, ils n'ont même pas d'école. Aujourd'hui, nous avons pris des modèles et nous sommes en train de construire des bâtiments à niveau, bien faits, avec des classes de taille bien réduites. Sinon, vous partez dans des salles, 100 et quelques, 200 et quelques. Est-ce qu'ils peuvent enseigner? Ils peuvent vraiment travailler. L'enseignant même souffre dedans. On est en train de tout réadapter pour ramener les effectifs, faire des classes aux normes et tout, donner tous les outils nécessaires. C'est bien ou c'est pas bien? Voilà ce que nous faisons. C'est le bien-être de notre population. Et partout au Burkina, les centres de santé, nous avons mis un projet en place. On a déjà construit près d'une 40aine. Et chaque année, ça va continuer. Et dans ces centres de santé, il y aura des médecins qui seront affectés. Pour que, il ne faut pas que quelqu'un ait une appendicite ou il a une fracture ou quelque chose, on ne peut pas l'opérer là-bas. Il faut l'envoyer en ville pour opérer. Moi, je me balade dans mon pays, je vois. J'ai été dans des villages, dans des chefs-lieux de province, à des centaines de kilomètres de Ouagadougou, où quand une femme est enceinte, ça fait 9 mois. Chaque fois qu'elle doit faire un examen échographie, on doit l'amener à Ouagadougou. Moi, je suis contre ça. Donc, je mets en place des échographes là-bas. On améliore le plateau. C'est bien ou c'est pas bien? On a recruté les médecins. C'est la première fois, mais d'ailleurs, c'est en Afrique, ça fait 1000 fois 5. On a fait un programme de 1000 fois 5 des spécialistes pour les affecter partout, pour que les soins soient rapprochés des populations. C'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que vos médias en parlent de ça? Tout ce que je cite, il y en a tellement. Maintenant, ils ne parlent pas de ça. Ils prennent notre carte en rouge. Notre pays est disparu. Rien ne va ici. Tout. Vous comprenez maintenant pourquoi je dis que, en fait, il y a la liberté ici, il y a tout ici. Mais ils ne veulent pas ça. Comme ça, on s'épanouit. Ce n'est pas bien, ils ne veulent pas ça. Donc, il faut salir notre image. Sinon, vous pouvez vous balader. Tout ce que je dis, c'est vérifiable. Voilà. Et ça, c'est ce que la jeunesse veut voir. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Camarade président, certainement que si vous êtes adulé par les jeunes, ce que vous incarnez pour une grande partie de cette jeunesse africaine, un espoir de dignité, de réveil. Alors, l'espoir peut aussi engendrer une impatience immense. Oui. Alors, quel message de vérité adressez-vous à ces jeunes qui vous regardent depuis Bobo, Zignaré, Kaya, Lomé, Bamako, Dakar ou Abidjan, et qui attendent que l'Afrique de votre génération soit enfin celle des résultats, camarade président? Je ne peux pas prétendre, en fait, que mon idéologie, si je peux dire, se répande d'un coup sur l'Afrique. C'est au peuple de prendre les responsabilités partout. Et je le dis, et d'exiger de leurs dirigeants certaines choses. Il y a des dirigeants qui sont compromis.
Ils nous appellent, ils nous disent souvent, vous êtes sur la bonne voie, mais nous, on ne peut pas faire comme vous. Parce que bon, voilà, c'est difficile. Il y en a qui ont les richesses en Europe, là-bas, dans les banques et tout. S'ils s'amusent, on bloque tout, bien mal acquis. Et ils rivalent. Moi, je dis à certains, ayez le courage de sortir, de dire à vos peuples, bon, écoutez, en tout cas, nous, on s'était mal comporté, on avait volé, j'ai tant de milliards dans les banques en Suisse, là-bas ou quoi, là-bas. Mais désormais, j'accepte de travailler pour vous, pardonnez-moi, et on repart sur de nouvelles bases. Il y en a aussi qui ont été compromis par les mêmes affaires que vous voyez, Epstein et quoi là. Ils partent chaque fois en Europe, on les loge dans les hôtels, on les a filmés dans des situations compromettantes et on les tient avec ça. Vous faites ça ou bien on va sortir ça. Un scandale contre vous. Hey, ayez le courage de dire à vos populations, bon, en tout cas, moi j'ai merdé, mais pardonnez-moi, tout homme merde. Et puis bon, on repart sur de nouvelles bases. À défaut de ça, que les jeunes se réveillent et exigent. Ce que nous on fait là, ce n'est pas extraordinaire. Mais ils peuvent aussi exiger ça de leurs dirigeants. Le Burkina n'est pas le pays le plus riche. Mais c'est quoi on fait? Quand on prend des infrastructures routières, c'est quel pays en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest ici, qui a une bonne infrastructure routière, un réseau assez dense? On n'a pas. On a toujours besoin de construire une route, par exemple. Ce qui est fondamental. Quand les gens partent en Europe, là, toutes les villes, toutes les rues sont bitumées. On est content, on se balade, on fait des selfies dans les rues en Europe, aux États-Unis et tout. On ne peut pas faire ça ici. Bon, tout le monde voit que nous sommes en train d'acquérir beaucoup de machines pour le faire nous-mêmes. Et les gens savent que dans un futur proche, on va faire un grand bond. Parce que si on va rester dans les marchés, faire venir les entreprises, on ne peut pas. Donc on paye nos machines, on a confiance en notre jeunesse, on les met au travail. Mais tous les pays peuvent le faire. Pourquoi ils ne le font pas? Donc les jeunes doivent trouver le mécanisme d'approcher, premièrement de manière très pacifique, leurs dirigeants et les dire voilà ce que nous voulons comme truc. Il faut nous faire travailler avec des solutions concrètes et les amener à le faire. S'ils ne le font pas, il faut trouver une manière de les mettre la pression pour le faire. Maintenant, si le dirigeant est incapable de le faire et qu'il est enchaîné autour de lui, qu'il ait le courage de le dire et puis il démissionne. Sinon, moi, je ne peux pas, comment je vais dire, par une magie, faire changer les choses. Les jeunes sont impatients, c'est vrai. Quand je prends le Burkina, chacun veut que, par exemple, quand je prends les brigades qu'on est en train de faire pour construire les routes, on a commencé par Ouaga et Bobo, ensuite Koudougou, Tenkodogo, Kaya. Mais il faut que les autres soient patients. Ça vient. Tout le monde aura sa brigade, tout le monde aura ses routes. Mais je ne peux pas faire comme ça d'un claquement de doigts. Donc il y a d'abord de la patience, il y a la méthode. Beaucoup de gens veulent voir tout en même temps, en un coup. C'est impossible. On vient de très loin. Et j'aime dire aux gens, nos pays sont dans les années 1800. Il faut qu'on accepte ça. Se donner encore une vision et lancer la machine avec un peu de patience. Donc la jeunesse sur-régionale, c'est de trouver la formule, en tout cas, de faire la jonction avec les dirigeants, les amener à faire ce qu'ils veulent. Et voilà, il y a beaucoup de choses. Ce que nous on fait quand on nationalise certaines unités industrielles, les gens ne comprennent pas. Mais c'est un courage qu'il faut aussi. Au Burkina même, il y a des gens qui ne savaient pas, des unités industrielles qui existaient, il y en a qui ne savaient pas que ça n'appartenait pas au Burkina. C'est quand on a commencé à reprendre le contrôle un peu, que des intellectuels même se rendent compte que, donc cette unité-là n'appartenait pas au Burkina. Pourtant, ça ne nous appartient pas. Mais c'est à la jeunesse de revendiquer que l'État reprenne ses responsabilités. Nous, on cultive le coton. C'est les autres qui fixent le prix du coton. Parce que même nos sociétés qui gèrent le coton et tout, ne nous appartenaient pas. Et aujourd'hui, on est en train de construire de grandes unités industrielles pour que si on prend le coton brut comme ça, jusqu'à la finition, c'est nous. Tout le monde peut le faire. Donc personne ne viendra nous fixer le prix du coton parce qu'on transforme. Au lieu de vendre le coton, nous on va vendre le fil, si vous voulez. Sinon on vend les tissus, si vous voulez. Le coton rentre dans les soins un peu partout, les compresses. On paye tout de l'extérieur, mais c'est notre coton. L'Afrique peut le faire. Il y en a qui sont premiers producteurs de cacao, mais ce n'est pas eux qui fixent le prix du cacao. L'Afrique doit se réveiller. Et l'Afrique doit chercher la connaissance et se réveiller. Et chercher la connaissance, c'est chercher à savoir beaucoup de choses sur notre vie, notre identité. Et quitter l'ignorance. Et c'est à ce seul prix que nous allons redevenir nous-mêmes, nous développer. Et maintenant, que les gens nous voient aussi comme des humains. Sinon, pour l'instant, je suis au regret de le dire, il y a des États africains,
leur manière de faire et tout ce qu'il y a, on ne peut pas nous respecter. C'est pas possible. Donc voilà un peu ce que je peux dire à cette jeunesse, que ce soit burkinabé ou africaine. Il faut qu'on se réveille. C'est possible. C'est possible. Croyons en nous. C'est possible. Tout le monde a un cerveau. Tout le monde peut faire au-delà de ce que vous faites. Vous êtes journaliste. Si vous puisez bien dans votre tête, vous pouvez être un ingénieur mécanicien peut-être. Vous pouvez être un ingénieur électricien. Moi, je suis convaincu d'une chose. Dieu a donné la capacité à tout le monde. Et il ne peut pas être figé sur une seule chose. On peut faire beaucoup de choses. Et c'est ce que j'essaie de booster au sein de la jeunesse. Je rencontre beaucoup de jeunes. Et je les encourage à développer beaucoup de choses. C'est possible. On nous a endormis. Regardez les réseaux sociaux. C'est ça qu'on nous a servi. On dort. Réveillons-nous. Oui, Monsieur le Président, l'Afrique doit se réveiller, vous venez de le dire. Le Burkina Faso est peut-être sur le chemin, justement, 1 an après la proclamation de la révolution progressiste populaire. Quelle adresse vous avez donc à l'endroit de cette jeunesse dont on vient de parler et du peuple burkinabé dans son entièreté? Alors, je reviens sur certains mots encore. Il faut que les Africains arrêtent de se leurrer. La démocratie telle qu'on nous l'a dit ne développe pas. C'est faux. Tous les peuples sont passés par une révolution avant d'arriver à la démocratie. Et comme je dis aux gens, si on se met en tête que nous sommes dans les années 1800 par rapport aux pays développés, il faut une vraie révolution. Révolution dans le comportement, c'est-à-dire le mind, révolution industrielle, révolution dans tous les secteurs pour essayer de créer et devenir nous-mêmes, pour rattraper ce retard. Sinon, la démocratie telle qu'on nous flatte, vous voyez beaucoup de nos intellectuels qui ont été à l'école, démocratie, ils ne savent même pas ce que c'est. Les mêmes qui crient ça, sur le même instant, si vous l'attrapez, vous le dites, ok, démocratie, on tue des enfants, démocratie, on largue des bombes, on tue des femmes, on détruit des hôpitaux, on tue des populations civiles, c'est ça la démocratie? Ils font comme s'ils ne voient pas ça. Là, ils ont les yeux fermés. Il faut que les jeunes Africains comprennent que c'est faux. Cette notion de démocratie, elle est fausse. C'est juste un bâton que les gens tiennent et ils le sortent contre les Africains et certains peuples. C'est tout. Donc, il faut oublier la notion de démocratie. Il faut prendre l'esprit révolutionnaire. Révolutionner nos vies. Et l'esprit révolutionnaire, ça demande beaucoup de sacrifices. Parce que, comme je l'ai dit, les mentalités ont été détruites. Regardez, dans certains pays en Afrique, les jeunes ne peuvent même pas s'asseoir, parler du sérieux de l'avenir de leur pays. Tout ce qu'on sait faire, ouais, les histoires de buzz sur les réseaux sociaux, c'est ce qui intéresse. Les futilités. Il faut qu'on quitte cela. Je dis souvent, quand je sors, il faut que les jeunes reviennent à la science. On ne peut pas continuer d'avoir une jeunesse, c'est faire de la comédie, faire des futilités sur les réseaux sociaux et danser au hasard, je ne sais pas quoi. Ça ne va nous mener nulle part. Et quand vous regardez les soi-disant influenceurs ou quoi, ceux qui font les vidéos, qui font ces conneries-là, c'est-à-dire il est là, ou bien une fille, elle est là, elle danse seulement. C'est là-bas qu'on suit. C'est des millions de vues. Mais un jeune qui est assis, qui est en train de montrer comment un engrenage peut être fabriqué ou quoi, la mécanique ou bien comment un truc de médecine, un outil, il n'est pas écouté. Là-bas, vous n'allez rien trouver. On ne regarde même pas ces pages-là. Ou bien un jeune qui conscientise, qui fait des vidéos pour éveiller les consciences, très peu suivi. Mais l'Afrique ne peut pas s'en sortir comme ça. Je suis désolé. Si on continue comme ça, on restera esclave pour toujours. Ce sont des vérités. D'autres vont dire même qu'un chef d'État ne doit pas dire ça, c'est cru, ces trucs. Ces mêmes intellectuels-là, demandez-les. Ils sont allés faire l'école de chef d'État là où? Pour dire ce que le chef d'État doit faire ou ce que l'État doit faire, ce que l'État ne doit pas faire. Croyons en nous. Et il faut aussi qu'à une certaine sphère, on donne l'occasion aux jeunes de s'exprimer. Quand il dit l'occasion de s'exprimer, c'est quoi? On a une très mauvaise habitude en Afrique. Quand vous voulez donner un travail à un jeune, l'expérience. Il n'a pas l'expérience. Il n'a pas l'expérience. On n'a pas confiance aux jeunes. Mais il va avoir l'expérience où? En Europe, il y a des jeunes de 19 ans, des jeunes qui créent des choses et puis on les donne l'occasion de faire. Mais ici, l'expérience. La dernière fois, j'ai taquiné, je disais à un ministre,
Parce que dans nos procédures de marché ici, j'ai fait supprimer le marché similaire, c'est-à-dire c'est l'expérience du marché. Et si vous ne donnez pas l'occasion de faire le premier marché, comment est-ce qu'il va faire? Moi, j'ai fait supprimer ça, j'ai fait supprimer beaucoup de conditions. Il y a un ministre qui disait qu'il faut être prudent, c'est quoi. Il dit c'est à nous de mettre tout en œuvre pour que le jeune soit droit et faire ce qu'il doit faire. Mais si vous dites l'expérience, est-ce que vous avez l'expérience de ministre avant que je vous nomme ministre? Et les gens ont ri. Mais arrêtons avec ça. Ayons confiance aussi aux jeunes, donnons-leur c'est-à-dire la chance de s'exprimer. Et ça, c'est important. Si on se réveille et qu'on a confiance en nous et qu'on nous donne l'espace, moi, je pense que l'Afrique peut s'en sortir. Le cas échéant, il ne faut pas se flatter. Tout ce qu'on fera, en fait, on va créer nos petits Eldorado. C'est-à-dire que quelques pays vont se développer, mais la grosse masse n'ira nulle part. On continuera d'aller mourir dans l'océan. Et voilà. Parce que le Burkina seul, si je prends le cas du Burkina, si nous seuls, on se met à se développer, pourquoi on prêche pour tout le monde? Nous, on ne peut pas accueillir toute la masse africaine qui veut travailler. C'est impossible. Mais si on ne le fait pas ensemble, on fait comment? Donc tout le monde a intérêt à se réveiller. Et moi, je pense qu'un avenir meilleur est possible. L'Afrique a toutes les potentialités. Tout. Il n'y a aucune explication qu'il y ait du pétrole en pagaille au Niger, au Mali ou quoi, et que nous ne se développe pas dans peu de temps, comme ces pays du Golfe qui ont des pays pétrole ou quoi aussi. Il n'y a aucune explication. Il n'y a pas d'explication qu'on ait l'or ici et certains produits qu'on ne peut pas se développer comme certains pays aussi en Europe qui ont rien que ces ressources-là. Il n'y a aucune explication. C'est la gouvernance. Et la jeunesse a son mot à dire, sans manipulation, avec respect et trucs, il doit pouvoir le faire. Le cas échéant, il faut une révolution. C'est clair et net. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous sommes au terme de cet entretien. La première à avoir réuni ici au Palais de Kourouba des médias burkinabés, africains et occidentaux. Donc, au Palais de Kourouba, comme je le disais. Merci encore pour cette ouverture à la presse et pour toutes les réponses apportées aux préoccupations de mes confrères. Chers confrères, merci à vous également merci pour l'intérêt. Voilà, chers téléspectateurs, merci à vous d'avoir suivi de bout en bout cet entretien avec le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré.